Bonjour à toutes et à tous. Si vous aimez l'artisanat et découvrir le quotidien des artisans du bâtiment, alors vous êtes au bon endroit dans ce nouvel épisode de la tournée des meilleurs artisans de France. Si vous n'en êtes pas à votre première écoute, alors vous savez qu'à chaque émission, nous posons le micro dans une nouvelle ville. Aujourd'hui, dans l'Hérault, nous faisons escale grâce au Brico-Dépôt de Latte qui nous accueille en sa qualité de partenaire de la tournée. S'il y a bien un outil dont les artisans ont du mal à se passer, c'est celui qui transporte tous les autres, leurs véhicules. Tantôt atelier roulant, tantôt bureau mobile, vitrine publicitaire, l'utilitaire est souvent bien plus qu'un moyen de transport pour l'artisan. Mais depuis quelques années, choisir, acheter et faire rouler ce véhicule est devenu un véritable parcours du combattant. C'est d'ailleurs pourquoi beaucoup d'artisans innovent dans leurs moyens de déplacement, loin des clichés de la fourgonnette blanche. Entre le durcissement des zones à faible émission qui menacent d'interdire les centres-villes aux moteurs thermiques, l'envolée des prix des carburants, l'explosion du coût des véhicules neufs et le casse-tête de la charge des batteries électriques, la question se pose de manière brutale. Le véhicule idéal pour un artisan aujourd'hui existe-t-il vraiment? Et comment faire le tri entre toutes les solutions et configurations possibles? Pour circuler sur ce thème, je ne serai pas seule autour de l'établi car j'ai des invités sur le siège passager. Oui, alors là, j'ai vraiment pris tout ce qui était du domaine du véhicule, vous l'aurez compris. J'accueille Sandrine Bouvier. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors, tu travailles dans quel domaine? Je travaille dans la mobilité électrique pour le groupe Stellantis et toutes les marques, particulièrement pour Citroën. Donc, tu es notre référente véhicule électrique. Voilà, la bible des motorisations, des volumes, des options. Tu vas pouvoir nous renseigner et nous apprendre, je pense, plein de choses que les artisans ne connaissent pas forcément. Surtout quand on a l'habitude de la petite fourgonnette blanche. Comme je disais, c'est un petit peu un cliché, mais on en reparlera tout à l'heure. On est quand même souvent proche de la réalité. À tes côtés, j'accueille également Mickaël Rodriguez. Bonjour Mickaël. Et bonjour. Alors toi, tu es vraiment le local de l'étape aussi. Tu viens de quelle ville? Alors moi, Mickaël, de Narbonne, donc je suis artisan depuis 7 ans avec 4 salariés. Voilà. Et tu travailles dans quel domaine? Et on est spécialiste de la climatisation sur le Narbonnais et alentour. Alors mon petit doigt m'a dit que tu faisais même des petites choses aussi à côté et ça va être peut-être intéressant parce que ça va certainement conditionner aussi le choix de tes véhicules passés futurs. Tu nous disais aussi que tu fais pas mal d'entretiens de chaînes de restauration. Exactement, donc on fait les entretiens et réparations des cuisines professionnelles, en l'occurrence KFC sur le secteur, on va dire à Montpellier, Narbonne, Carcassonne, Perpignan. Alors toi dans tes interventions, tu vas être surtout sur des actions de dépannage où tu sais pas forcément ce pourquoi tu te déplaces, ou au contraire, de temps en temps, tu vas aussi avoir des installations de A à Z qui vont parfois mobiliser des déplacements de volume plus importants. Ça se répartit comment ton activité? Alors voilà, exactement, sur le secteur, on va dire, des cuisines professionnelles, on va intervenir uniquement, on va dire, dans les restaurants pour réparer ou entretenir, maintenir, on va dire, leur outil de production, friteuse, toaster, etc. Mais on ne va pas installer de friteuse, etc. Ça va pas être pour des ouvertures de restaurants, mais plutôt pour de l'entretien courant ou de la réparation quand il y a besoin. Donc tu sais qu'en gros, si tu as 30 magasins sur le sud et que tu dois intervenir sur 2 d'entre eux, tu vas avoir plein de pièces détachées, mais toujours pour les mêmes machines parce que ça se répète un petit peu dans les installations professionnelles, j'imagine. C'est exactement ça. En fait, le but, c'est de réparer au plus vite notre client. Donc pour cela, on a un stock de pièces détachées dans le véhicule. L'avantage, c'est qu'un KFC a les mêmes équipements, que ce soit à Narbonne ou à Perpignan, c'est les mêmes machines. Donc ça permet d'être réactif et de pouvoir réparer, on va dire, au premier coup, quoi. Ouais. Alors on va en parler après parce que j'imagine que tu as une flotte qui doit être assez variée et peut-être qui a évolué au fur et à mesure des années. Mais Sandrine, tu peux nous confirmer déjà quand on est artisan et quand on veut s'installer ou reprendre une entreprise ou tout simplement faire évoluer son activité, déjà la première question qui va venir, c'est qu'est-ce qu'on va transporter finalement pour faire le choix? Exactement. C'est la donnée d'entrée pour un client qui va prendre un véhicule utilitaire. C'est mon usage. En fait, nous, on a une gamme d'utilitaires chez Citroën avec plusieurs tailles, plusieurs formats, plusieurs longueurs. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter, à partir de l'analyse du client, de quoi j'ai besoin. Un camion pour stocker mes pièces, un camion qui doit faire tant de kilomètres. J'ai peut-être 2 collaborateurs à emmener régulièrement avec moi dans le camion, une cabine approfondie. Et donc, c'est vraiment ça, la donnée d'entrée, la donnée d'usage. Le client, notre artisan, il se pose la question de quoi j'ai besoin. Et ensuite, il va pouvoir choisir.
Ouais, parce que au-delà du volume, après, il y a aussi l'encombrement, parce que j'imagine que quand Mickaël, il doit intervenir en plein centre de Narbonne avec son petit véhicule, même s'il a besoin de transporter beaucoup de choses, il faut trouver la place de stationnement, il faut pouvoir rentrer dans les parkings souterrains dans les grandes villes. Donc en fait, finalement, le fait aussi d'avoir un artisan qui est plutôt citadin ou dans pleine campagne, quand bien même ils vont faire les mêmes activités, ça va pas permettre les mêmes choix de véhicules. Alors c'est vrai que je veux pas te vexer, mais souvent on attend des artisans qui aient des fourgonnettes, des véhicules utilitaires traditionnels, mais c'est aussi ce qui a expliqué depuis quelques années on a vu apparaître beaucoup d'artisans en triporteur, en vélo, ou même qui se déplacent en transport en commun, parce que c'est devenu un vrai casse-tête en fait. En fait, c'est très bien parce que tu vas répondre. En parlant de véhicules utilitaires, il y a une gamme super large, je te disais à l'instant. Donc en fait, tu vas avoir, pour reprendre ta proximité et ton vélo, en fait, nous, on a l'ami Cargo. C'est un tout petit véhicule qui va pouvoir aller opérer en centre-ville. Qui est électrique, c'est ça? Qui est électrique, bien sûr. Je te parlerai que de véhicules électriques. Et qui est vraiment très, très compact, très quoi. C'est un quadricycle. Donc il va te permettre de rentrer, tu as la place pour mettre tes affaires. Pour les parkings, on a un véhicule qui est le Jumpy, qui a été conçu pour rentrer dans les hauteurs maximum des parkings. Donc, on ne va pas rester avec le toit coincé. Ils ont été conçus à la base pour ça, pour l'usage urbain et pour pouvoir aller dans les parkings tout-terrain. Après, quelqu'un qui va être en périurbain ou en campagne, il va pouvoir prendre plus long et avoir une longueur de plus longue. Donc, vraiment, une gamme de véhicules adaptée à chaque client. C'est vraiment ça. Et alors justement, toi, Mickaël, quand tu t'es installé, est-ce que tu as monté ton entreprise de A à Z ou c'était une reprise avec l'existant, les murs, les meubles, les gens? Non, moi vraiment, j'ai créé l'entreprise et voilà, de moi-même. Et auparavant, tu avais déjà une expérience dans ce domaine-là où tu avais pu toi-même tester des types de véhicules, des configurations, des aménagements. J'imagine que ça t'avait peut-être permis déjà de faire ton petit cheminement et te dire ça j'aime bien, ça j'aime moins, quoi. Exactement. Donc, mon premier travail, c'était d'intervenir dans tout ce qui était restauration rapide, donc avec un certain véhicule. Et après, j'ai rajouté mon activité, la climatisation, avec d'autres contraintes. Donc oui, après j'avais une base. Moi, c'était principalement des petits véhicules. Donc pour le moment thermique, on va voir un suivant peut-être basculer sur l'électrique. Et donc petits véhicules parce qu'on intervenait dans les villes, pratique à se garer. J'entends que c'est fait, les véhicules, pour passer dessous, mais c'est vrai que des fois, c'était un petit peu contraignant en ville pour se garer par rapport à la place qu'on peut Et puis des fois, avoir. quand tu vas chez des particuliers, ils vont avoir un Porsche. Le Porsche, il va être un petit peu restreint en hauteur. Donc en fait, il n'y a pas toujours que les parkings qui sont contraignants. Ça va être aussi des ouvrages d'art, des petits ponts dans les centres-villes, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est dur à anticiper. Alors tu disais que toi, t'envisageais à terme de passer potentiellement sur de l'électrique. C'est quoi tes critères? Ça va être peut-être parce que tu vas avoir des aides à la transition, parce que tu te rends compte que niveau carburant, tu t'y retrouves pas, que voilà. Quels sont tes critères en fait pour éventuellement changer tes habitudes? Alors, merci pour la question. C'est une très belle question. Donc, j'y pense. Je m'entoure des personnes qui peuvent me répondre. Donc, actuellement, je suis au thermique 100%. Et pour moi, ça va être vraiment d'un déclic du salarié à pouvoir s'investir. On va dire la manière d'utilisation du véhicule. On sait qu'il va falloir charger. Ça va peut-être lui prendre plus de temps que prévu par rapport à sa journée de travail. Et moi, ce que j'ai regardé, c'est vraiment de ne pas perdre en productivité, que voilà, ça m'handicape pas sur mon activité. Donc, moi, je vois plutôt ça en transmettant à mes équipes, en disant, voilà, vous allez avoir un véhicule électrique, on va faire un geste au niveau de l'économie. Donc, par contre, il va falloir aussi, de par vous-même, on va dire, s'investir sur les nouvelles pratiques. Et puis même pour toi, j'imagine quand tu prévois des tournées ou des déplacements, tu es obligé de te dire, oui, mais là, du coup, s'il doit recharger une demi-heure là, sur planning, je peux pas lui demander d'être à tel rendez-vous. Ça, Sandrine, est-ce que ça fait partie des principaux freins pour la transition? Alors, je veux vraiment pas dire que c'est la solution idéale électrique, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont des points positifs vis-à-vis de ces nouveaux modes de déplacement, d'autres qui vont accabler la façon de fabriquer les batteries. Donc voilà, on ne dit pas que c'est la solution idéale, mais malgré tout, c'est vrai que c'est une solution qui s'impose dans le domaine de l'artisanat. Qu'est-ce qui fait encore qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont réticents au niveau des artisans pour faire cette transition-là, alors que peut-être au niveau de la durée des déplacements, c'est compatible, que la perte de charge utile, c'est compatible, parce que c'est sûr qu'un artisan qui fait 800 km par jour, c'est peut-être pas le véhicule qu'on va lui conseiller tout de suite, quoi. Tout à fait. Donc, on parle effectivement de l'usage du client.
de l'artisan. Et donc, il va voir si effectivement l'électrique correspond à sa vie opérationnelle. Est-ce que je perds pas de clients? Est-ce que je perds pas de temps? Et pour ça, il faut qu'ils soient accompagnés. Donc nous, on a des équipes qui sont capables de les aider à faire l'analyse, de dire voilà, effectivement, vous avez un kilométrage qui est trop important sur une seule journée, mais en fait, on se rend compte que 200 à 300 kilomètres, c'est la majorité des usages. Et donc du coup, je pars le matin, je suis chargé, et je peux faire sans toucher à mon mode opérationnel. Je suis tout aussi efficace, voire plus, parce que je suis parti le matin, mon véhicule est chargé. Et pour ça, j'ai équipé mon collaborateur d'une borne et je lui rembourse son kilomètre. Voilà. Donc il y a plein de solutions. Oui, parce que le chargement, il n'est pas forcément fait sur le dépôt de l'entreprise. Ça peut être fait via une borne avec un compteur indépendant pour que le particulier il rentre dans ses frais aussi. Et l'employé, on l'équipe. Et comme ça, le matin, il est rentré comme avec son téléphone. Il rentre le soir, il charge, et il part le matin, et la voiture est chargée. Et ça fonctionne très bien. Après, dans les freins à la transition, il y a le prix. Ça, c'est le critère numéro 1. Le prix. On ne veut pas passer à l'électrique parce que c'est trop cher. Et en fait, l'électrique, avec les aides particulièrement importantes en ce moment, 9 850 € chez nous, grâce aux primes C2E pour basculer dans l'électrique, c'est plus un sujet. Donc là, on élimine le sujet du prix qui était le frein numéro 1. Frein numéro 2, est-ce que je vais pouvoir me recharger? Il y a plein de solutions, on vient de le voir. Frein numéro 3, est-ce que c'est vraiment l'autonomie sera suffisante? On l'a vu, ça fonctionne. Et dernier frein, l'écologie. En fait, il n'y a pas de problème pour les batteries. La durée de vie d'un véhicule, sur le cycle de vie d'un véhicule électrique, c'est 2 à 3 fois moins polluant qu'un véhicule thermique. Donc, le sujet des batteries, c'est pas un sujet écologique puisqu'on a démontré, et on sait aujourd'hui, qu'il n'y a pas de problème. C'est beaucoup plus vertueux qu'un véhicule thermique et on recycle les batteries. Ouais. De toute façon, on voit qu'il y a quand même une forte évolution parce que selon les données d'immatriculation du ministère de la Transition énergétique, les ventes d'utilitaires électriques augmentent, mais ils ne représentent encore que 7 à 9% des immatriculations professionnelles, donc ça reste quand même particulièrement niche dans le secteur du bâtiment. Et apparemment, les freins avancés, ça serait, comme tu l'évoquais, le coût, qui est peut-être aussi lié à un manque de communication sur le coût véritable de l'investissement, mais aussi l'autonomie réelle et le poids des batteries. Et en fait, c'est vrai que ces batteries-là, alors moi, je ne connais pas vraiment le poids de tous les modèles, de tous les fabricants, mais les informations générales indiquent quand même qu'on a une marge entre 450 kg et 600 kg pour des gros véhicules. Et ce volume occupé par les batteries, évidemment, il réduit peut-être la charge utile du véhicule, que ce soit dans le PTAC, que ce soit dans le volume. Est-ce que c'est un a priori ou est-ce que c'est avéré qu'un véhicule électrique, pour un encombrement extérieur identique, il va être un peu moins efficace en termes de charge utile? En fait, en termes de volume, on a exactement les mêmes volumes dans un véhicule thermique et un véhicule hybride. Parce que chez nous, chez Citroën, les batteries, elles sont dans le plancher. Donc, en fait, pour l'usage, ça ne change rien. Ça pourrait un peu impacter l'autonomie, mais les batteries sont calibrées par rapport à T'as pas un énorme bloc, ça va être comme un sous-plancher. C'est un sous-plancher qui finalement va prendre aussi la place d'un réservoir diesel ou des choses comme ça. Exactement. Donc du coup, c'est pas un frein. Moi, juste, si je peux rebondir sur le point de chargement, moi, j'ai une contrainte que je vous partage. J'ai des salariés qui peuvent être amenés à prendre le véhicule chez eux. Ils habitent en appartement. Voilà, donc le véhicule, ils le garent sur une avenue. Et en fait, je me dis déjà, je pourrais pas leur installer une borne parce qu'ils ne pourront pas charger de chez eux. Et je vois la solution qu'ils aillent charger sur une borne rapide. Donc voilà, moi, c'est pas en premier lieu le prix. Parce que oui, avec les aides, on va avoir une mensualité, un leasing qui va être acceptable, quoi. Mais c'est vraiment le fonctionnement et comment, avoir la bonne solution que le salarié va pouvoir, on va dire, mettre en place, quoi. Ouais, et puis ça va pas t'adapter à tous tes salariés de la même façon, quoi. Ouais, il faudra s'adapter à chaque salarié en fonction de chaque situation. J'ai un exemple, on a un artisan en région parisienne qui est passé à l'électrique. Et en fait, ses collaborateurs, ils ont trouvé une double astuce, c'est que ils vont charger sur les places pendant le chantier, ils vont sur ils mettent sur le véhicule sur une place de chargement électrique, ils font leur chantier, et comme ça, il n'a pas le parking, et en plus, il recharge. Alors, c'est une charge qui n'est pas une charge rapide, c'est du 22 kW souvent, ou peut-être un peu moins selon les villes et selon l'urbanisme. Mais j'ai souvenir d'avoir eu du mal à me garer en région métropole, en métropole montpelliéraine, hein, et il y avait plein de places de parking pour le chargement, et je me suis chargée avec ma voiture.
c'était peinard. Ok. C'est la bonne astuce. Mettez un bloc prise sur le côté de votre véhicule diesel et faites semblant que c'est une prise électrique. Là, on va pas être copains. Mickaël, moi j'ai une question. Quand tu as acheté ton premier véhicule professionnel en tant que chef d'entreprise, est-ce que tu as choisi un véhicule d'occasion, un véhicule neuf acheté comptant ou avec la banque, ou est-ce que tu as préféré plutôt un système de location longue durée? Alors oui, non, j'ai commencé en prenant un véhicule d'occasion, bien sûr, parce que les finances n'étaient pas encore là. Donc d'abord d'occasion, que j'ai aménagé, que j'ai aussi floqué. Ça permet d'avoir une visibilité, faire de la publicité, entre guillemets, gratuite. Et après, oui, je suis passé au leasing pour les avantages voilà, de l'entretien. Voilà, qui est compris, on n'a pas de surprise. Qu'un véhicule vieillissant, on le sait, il va y avoir des coûts qui vont se rajouter, pas prévus. Donc ça, en tant que chef d'entreprise, on n'aime pas trop, quoi. Et tu sais à peu près par véhicule, combien tu fais de kilomètres à l'année? Ça va dépendre de véhicule. Il y en a un qui va osciller un peu plus que d'autres. J'en ai 3 actuellement, mais ça va être de l'ordre de 400 km quasiment par mois. Donc x 12. Mmh. Oui, ça commence déjà à faire et du coup, tu as des véhicules en plus qui vont être utilisés parfois en centre-ville, donc l'usure est accélérée par rapport à des grands déplacements, j'imagine. Tout à l'heure, tu indiquais que tu avais parfois des salariés qui pouvaient habiter dans des appartements, ça nécessitait d'avoir le véhicule garé sur des parkings collectifs. Est-ce qu'aussi le côté sécuritaire du véhicule, ça fait partie de tes critères? Est-ce que tu as eu des actions particulières sur tes véhicules pour essayer de te protéger ou justement peut-être cibler certains modèles qui avaient des options spécifiques pour garantir l'intégrité et du véhicule et de son contenu? Non, mais c'est sûr, le fait de mettre une publicité, on le sait, on est ciblé. Ça attire, hein. Voilà, on a Tu mets dératisation, t'es moins embêté, hein. c'est Ou clair. pompe funèbre, franchement, ils te gênent beaucoup moins les gens. C'est sûr, mais c'est pas la même activité. Ouais, c'est ça. Ouais, il faut Non. faire de la fausse pub. Non, c'est vrai qu'on est ciblé. Bon, moi, j'ai été ciblé. On m'a déjà ouvert un camion, Ils s'y pris le sont pris matériel. comment du coup? Ah, tout simple, hein. On prend une scie, enfin une cisaille là, pour tout ce qui est, on va dire, ouverture à acier, et on coupe le Neyman. Moi, tous sont équipés de Neyman sécurité. Donc c'est des serrures, c'est ça? Qui se Ouais, mettent à voilà, cheval sur c'est les des deux portes? serrures, voilà, exactement. Et malgré ça, voilà, ils ouvrent, hein, ils y arrivent, hein. Donc bon, il y a double tranchant. On n'en met pas, la personne va croire qu'il y a rien dedans, donc on n'ouvre pas. On en met, voilà, il y a des choses intéressantes dedans et on y va aussi. Mm. Et bon, on le sait très bien, s'ils veulent, ils ouvrent. Ouais. Donc voilà, on essaie de faire attention, mais c'est notre outil de travail, donc Ouais. voilà. Ça, Sandrine, c'est vraiment un point de vigilance des artisans. Je crois même qu'on est nombreux, moi-même étant menuisière, à craindre ça au quotidien, à pas se garer de telle façon sur tel parking parce que voilà un peu la trouille, à mettre la porte arrière contre un mur. Enfin, et je pense même qu'on serait nombreux à préférer avoir un peu moins de confort, mais un peu plus de sécurité sur tout ce qu'on transporte. Malgré tout, on se rend compte que ça reste très facile d'ouvrir des véhicules. Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué au fur et à mesure des années, qui arrivent, ou des options particulières que vous pouvez conseiller aux artisans pour essayer au moins de retarder, si c'est pas évitable, de faire des effractions? Alors, en fait, la première des choses, hein, c'est comme pour une maison, hein. La première des choses, ça va être les vols d'opportunité. Donc, toujours être vigilant, bien placer son véhicule contre un mur, dans une zone passante, et pas le laisser isolé le soir dans un quartier qui n'est pas forcément qu'on connaît ou identifié comme étant dangereux. Donc, il y a du comportement, c'est le premier et la meilleure. Après, En sachant que des fois, c'est vraiment, comme tu dis, de l'opportunité, ça va être en plein jour, en rue super passante, on a plein de collègues qui ont eu des dégâts. Plus c'est gros, plus ça passe. De toute façon, ouais, donc, c'est ça. Malheureusement, ça, on peut pas faire grand-chose. Et quelles que soient les solutions de protection qu'on pourra apporter, à partir du moment où ils ont décidé de rentrer, ils vont rentrer. C'est comme dans une maison, hein, vous pouvez avoir toutes les caméras, tous les trucs. S'ils ont décidé de rentrer, ils vont rentrer. Alors justement, sur une émission précédente, on avait un plombier qui travaillait en deux roues, et lui, il avait mis des systèmes liés à son téléphone pour recevoir des alertes, pour faire des alertes sonores. Est-ce que ça, c'est des options qui sont faisables pour les artisans qui sont un peu connectés quand même? Oui, effectivement, hein, il y a moyen d'avoir des localisations GPS, il y a moyen d'avoir les Neyman. Donc, il y a tout un éventail de solutions et de protection qu'il faut mettre en place si on a beaucoup de matériel et de valeur dans son véhicule. Oui, effectivement. Même quand on n'a rien finalement, parce que même si on n'a rien et qu'on se fait braquer le camion, il devient potentiellement inutilisable quand bien même il était vide, hein.
Ouais. Toi, tu avais procédé comment? Du coup, ça t'avait immobilisé ton véhicule, j'imagine? Alors exactement, déjà perte de l'outil, on va dire, on a perdu les outils, on ne pouvait pas travailler, donc vite en urgence aller acheter des outils, prêt de véhicules, donc heureusement on a des partenaires qui peuvent nous fournir des véhicules assez rapidement, et après oui, il faut l'amener à réparation, attendre qu'il soit réparé, aller les récupérer, etc., quoi. Donc oui, pas mal de... C'est une énorme perte de temps et de gains pour l'entreprise, ça c'est Exactement. évident. Sandrine, l'utilitaire, tout à l'heure j'en parlais, c'est l'outil qui transporte tous les autres outils, mais c'est bien plus que ça. Un artisan, il va passer 1-2 heures dans le véhicule par jour minimum. Il faut que ça soit aussi un endroit où il puisse travailler un peu l'administratif, recevoir des appels, manger le midi. Est-ce que du coup l'habitacle, au fur et à mesure des années, depuis le bon vieux C15, il s'est aussi transformé dans ce sens-là, aussi pour l'aspect confort? Parce qu'un artisan qui se brasse des sacs de ciment toute la journée, il s'installe, il n'a pas envie d'avoir le dos pété à cause d'un siège un peu pourri. Ça, est-ce que ça fait partie des critères de vigilance aussi quand vous voyez des artisans? Ouais, critères de conception même. C'est-à-dire que quand on conçoit ce type de véhicule, on sait que notre client va passer beaucoup de temps. On sait qu'il lui faut du confort. On sait, et aujourd'hui, qu'il puisse se connecter. Donc tout ça, c'est des usages qu'on a identifiés et qui sont pris en compte dès la conception. Qu'il puisse rabattre son siège à côté, mettre une tablette, poser son ordinateur dessus, recharger son ordinateur, qu'il ait les prises qui vont bien. Tout ça, c'est super important. Et puis en plus, bonne nouvelle, avec l'électrique, il y a beaucoup moins de fatigue, c'est beaucoup moins bruyant. Et pour basculer régulièrement entre le thermique et l'électrique, la fatigue, elle est nettement moins présente avec un véhicule électrique. Toi, ça fait partie des critères qui te feraient potentiellement basculer un jour si tu devais reconsidérer le thermique, le confort acoustique? Alors moi, pour être déjà convaincu par l'électrique, j'ai déjà un véhicule électrique à titre personnel. Après, en termes d'utilitaire, hein, après moi, mes gars, ils sont souvent sur le terrain. Bon, oui, ils peuvent manger dans le véhicule. Après, oui, il faut qu'il soit confortable, mais surtout, voilà, le côté utile. Moi, ça va être rangement. Je vais plutôt cibler mon point de vigilance sur ça, le côté pratique. Le côté fonctionnel. Voilà, fonctionnel, que confort, parce que bon, ils Ouais. sont assez rarement. Moi, je vais circuler au niveau du Narbonnais, donc voilà, ils vont pas passer énormément de temps dans le véhicule. Ouais. Voilà. Toi, tu le disais, le premier véhicule que tu as acheté, tu l'as acheté d'occasion, nu, tu l'as fait aménager conformément à tes besoins. C'est-à-dire que tu savais que tu avais besoin de plein de petits trucs. Tu as peut-être mis des boîtes à bec, tu as mis peut-être un escabeau, des choses comme ça. Tes véhicules suivants, ils étaient du coup aussi nus quand tu les as achetés, ou tu as directement acheté des véhicules avec des aménagements dedans, sachant déjà les besoins qui étaient liés à ce véhicule? Oui, après, bon, ça évolue, donc j'ai acheté, il y avait déjà des dérangements. Ah, c'était des véhicules d'occasion Voilà, ou donc, neufs le premier. déjà équipés? Premier véhicule d'occasion, déjà avec une base de rangement, D'accord. donc j'ai amélioré avec des caisses amovibles. Et après, oui, c'était un véhicule nu, juste bois. Et là, j'ai pu l'aménager par une société spécialisée avec voilà ce que je voulais, vraiment adapté à mon type on va dire, d'activité, quoi. Ouais. Voilà. Et c'est vraiment, moi, j'aime à dire que un camion rangé, c'est un chantier déjà un peu organisé et une tête d'artisan un peu rangée. Il y a rien de pire quand tu fais venir quelqu'un chez toi, qu'il ouvre la porte arrière, il y a tout qui dégueule. Tu te dis bon, est-ce qu'il va travailler proprement? Le camion, c'est vraiment aussi l'image de marque. Exactement. Et puis pour toi en tant que chef d'entreprise, ça te permet aussi d'avoir la certitude que la visseuse, elle va pas se trimballer dans le camion, que ça va pas s'abîmer, parce que la machine, s'il faut la remplacer, c'est encore 300 balles. Donc, au-delà de l'aspect fonctionnel, est-ce que toi, tu es vraiment vigilant aussi sur le fait que les aménagements, ils donnent une bonne image des prestations que tu proposes? Quand bien même, en théorie, le client, il va pas mettre le nez dans le fourgon, mais... Non, la première chose, c'est exactement ça. C'est voilà, on l'a dit, c'est la vision de la société. Enfin voilà, si on voit un véhicule qui est déjà propre de l'extérieur, ça donne une bonne image de la société. Donc déjà, ça c'est le premier point. Un peu comme le dépôt ou l'atelier de l'artisan, hein. Quand il y a un client qui vient faire une visite pour choisir des échantillons et qui marche sur que des débris, tu dis bon, pas Ça aide sûr pas. quoi. Mais non, c'est ça. Ouais. Et après, le deuxième point, ça va être vraiment l'utilité. Enfin, pour gagner du temps, si c'est pas bien organisé, on perd du temps. Donc ça, voilà, vraiment, c'est mon maître mot. C'est on veut pas travailler plus, mais on veut travailler plus intelligemment. Donc pour ça, on va bien organiser son outil de travail. On va savoir où c'est qu'est rangé la visseuse, etc. Et avec ce moyen-là, on va gagner du temps et on va être plus efficace.
Voilà, c'est vraiment ce message-là que je veux passer. Et pour ça, voilà, faut avoir pensé à vraiment comment aménager au mieux, le plus fonctionnel possible, son véhicule. Et le maintenir, surtout, en état et bien rangé. Ouais. Alors Sandrine, il en parlait, Mickaël, le véhicule, c'est aussi, dans l'objectif, un outil de productivité et les aménagements sont une clé dans tout ça. Alors lui, il a parlé d'aménagement en bois et c'est vraiment très propre à certains métiers, les aménagements en bois. Maintenant, il y a des aménagements beaucoup plus modernes et qui ont aussi beaucoup de qualité, notamment la solidité. Quand il y a des accidents, il y a moins de risques de chute et surtout le poids, parce qu'encore une fois, plus on a des aménagements lourds, eh bien plus ça impacte sur la consommation à l'année. Quand l'artisan, justement, il veut éviter de perdre du temps, qu'il sait déjà ce qu'il veut, est-ce que quand il commande un véhicule, que ce soit d'occasion ou neuf, il peut déjà voir avec ses concessionnaires pour le faire équiper en avance et éviter d'avoir une immobilisation supplémentaire de 2-3 semaines après? Très bon point. On s'est rendu compte en échangeant avec les artisans que c'était un vrai besoin. Et du coup, dans notre usine de Hordain, on a mis en bout d'usine une zone de préparation. Et donc, on appelle ça custom fit, c'est-à-dire qu'on aménage en fonction des commandes du client, de ses besoins. Directement, le camion, il sort d'usine, il va dans cette zone de custom fit et il est préparé en fonction du cahier des charges du client et de ses besoins. Donc oui, on s'est adapté. Et l'idée, c'est aussi que ça puisse être transférable. Si l'artisan, il reste sur un véhicule d'une gamme équivalente. Moi, je sais que, par exemple, j'ai fait aménager mon véhicule donc avec des systèmes qui sont en acier, que j'ai paramétré en fonction de ce que je voulais y ranger. Un petit peu comme quand on fait un dressing pour quelqu'un ou une cuisine, hein, on fait le tiroir, le placard en fonction de ce qu'on veut y mettre. Hein. Et ben là, on peut paramétrer la profondeur des étagères en fonction des tailles de boîtes, d'outillage qu'on va utiliser. Mais surtout, moi, ce qu'on m'a avancé, c'est que cet aménagement, qui a un coût qui est quand même très important, qui parfois peut représenter 5-10% du prix du véhicule, eh ben, il est transférable. C'est-à-dire que dans 2-3 ans, si je change de véhicule, je vais chez le même installateur. Il va m'enlever des rivets qui sont gros comme un pouce, parce que c'est vraiment fixé à des endroits bien spécifiques. Et il va pouvoir me le mettre dans un nouveau véhicule. Et là où c'est important aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'artisans qui font leurs propres aménagements, mais qui ne se rendent pas compte que si à un moment donné, il y a un accident, il y a tout qui chavire, et ben l'assurance ne prendra pas en compte, parce que pour faire un aménagement de véhicule, eh bien, ça nécessite une pesée du véhicule, parce qu'on a changé le poids à vide. Et puis, ça nécessite beaucoup de points de fixation très sécurisés. Et comme tu le disais, avec les batteries qui, des fois, sont sous les faux planchers, on est vite tenté de mettre un rail de fixation au sol et puis de faire une énorme erreur. Donc là aussi, l'aménagement de véhicule, c'est un travail de spécialiste dans le domaine. Quand bien même, oui, on peut mettre une petite étagère en bois, mais il peut y avoir des conséquences d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a créé ce service pour accompagner les clients parce qu'on peut pas s'amuser à jouer avec ces paramètres de sécurité tant pour soi que pour ses collaborateurs. On peut pas mettre en péril le côté opérationnel et qu'un collaborateur risque d'avoir un accident à cause de ce genre de choses. Donc oui, oui, tout à fait. Et puis je rebondis sur ce que tu disais, Mickaël, tout à l'heure. Tu parlais d'efficacité opérationnelle. Comment en fait, déjà avec un véhicule électrique, tu vas gagner 30% de coûts de maintenance et aussi d'immobilisation. C'est-à-dire que tu vas pas mettre ton camion une journée pour qu'il aille faire la vidange, etc. Tout ça, tout cet entretien, tu vas le gagner de façon économique et aussi en temps d'entretien. Parce qu'en fait, c'est des coûts qui n'existent plus dans l'électrique et du coup qui permettent de gagner du temps à la fois économiquement et à la fois en temps. Mickaël, toi tout à l'heure, pour rebondir sur ce que tu disais sur tes diverses activités, mon petit doigt m'a dit aussi que tu intervenais beaucoup dans la climatisation. Et c'est vrai que moi, quand je pense à climatisation, je vois déjà un gros bloc clim à transporter, éventuellement des grandes couronnes de tuyaux, etc. Est-ce que des fois, tu te limites dans certains chantiers qui te sont proposés, justement parce que tu sais que ça va être compliqué au niveau des véhicules, que ça rentre pas, que c'est trop encombrant? Ou est-ce que justement, ça t'a permis de développer au fil des années des solutions peut-être de livraison sur place, justement pour éviter d'avoir besoin d'un véhicule trop grand qui à l'année ne sera pas forcément toujours bien rempli? Non, non, pas du tout, je me limite pas, il y a toujours des moyens. Donc on va faire plusieurs allers-retours où j'ai un véhicule vraiment vide, dédié à amener le matériel et après, non, faire livrer chez le client. Non, je préfère réceptionner au fournisseur le matériel, le checker et aller sur le client en étant sûr en fait du matériel, quoi, Ouais. pour éviter de perdre du temps. Et c'est vrai qu'on pense toujours à tout ce qu'on doit emmener sur le chantier,
Mais souvent, on doit ramener des choses aussi. Ah oui. Ah oui, et c'est pas toujours très propre, surtout j'imagine dans la restauration collective où tu dois avoir un vieux fond de bac de friteuse avec de l'huile qui coule. Comment est-ce que tu gères pour parfois transporter des choses qui sont dégoûtantes, sales, abîmées, avec des produits peut-être chimiques de temps en temps, je ne sais pas, des vieux radiateurs, des vieux blocs clim, et pour autant avoir un véhicule qui va rester propre et fonctionnel pour le lendemain? Oui, ben là, ça fait partie du job du technicien, d'entretenir son véhicule et d'y faire attention. Donc, on essaie d'y faire attention. Bien sûr, on le charge. Je vais parler principalement des blocs climatisation que nous, on récupère, qu'on dépollue. Et en fait, on le pose à l'atelier. Une société spécialisée vient le récupérer, quoi. On ne peut pas le jeter en déchetterie comme ça. Non, non. Ouais, il y a une étape préalable. Oui, il y a des procédures, vraiment, comme il y a du gaz, on va devoir récupérer le gaz pour le traiter et l'amener à la destruction. Et après, la machine est récupérée, une seconde vie. Ils vont récupérer tout ce qui est pièces, composants qui sont encore utilisables pour pouvoir leur donner une deuxième vie, quoi. Ouais. Sandrine, tout à l'heure, Mickaël, il nous disait qu'il avait déjà eu un véhicule brut de décoffrage, juste avec les célèbres habillages en contreplaqué de 4-6 mm. J'imagine que vous proposez des solutions, des fois, quand les artisans, mais on pense au bâtiment, mais j'imagine aussi que les agriculteurs sont exposés à ces difficultés-là, d'avoir des intérieurs qui sont facilement nettoyables, lavables. Le peintre qui a un pot qui tombe ou quoi que ce soit, si on veut entretenir son véhicule, il faut aussi avoir des sols, par exemple, qui puissent être adaptés à l'activité. Donc ça, c'est paramétrable aussi, que ça soit sur du neuf ou de l'occasion. Si j'achète un véhicule d'occasion, est-ce que je peux demander à avoir un habillage, un kit habillage qui va me permettre de l'entretenir plus facilement? Oui, oui, effectivement, hein. Il va y avoir, que ce soit en véhicule d'occasion ou en neuf, des matériaux différents pour l'aménagement. Ça va être du tapis de sol supplémentaire, ça va être du bac PVC supplémentaire. Oui, tout existe, il n'y a pas de problème. C'est vraiment adapté et c'est vraiment un échange en fonction des besoins du client. Ouais. Mickaël, toi, tu nous disais intervenir souvent vers Narbonne et dans des centres-villes. Est-ce que tu as eu des difficultés ou est-ce que tu as des craintes sur les années à venir sur l'accessibilité des véhicules thermiques dans les centres-villes? Parce que ça, c'est une vraie réalité. Alors, il y a maintenant des zones à faible émission, les ZFE, qui sont finalement en train d'être éventuellement abandonnées des fois, mais il y avait vous savez, les fameux autocollants critères qu'il fallait mettre à certaines périodes de l'année pour pouvoir accéder au centre-ville. Ça, c'est pareil, c'est en train d'être remis en cause. Mais en gros, on estime qu'il y a beaucoup de risques d'inaccessibilité de certains quartiers ou de certaines villes en fonction des gabarits, des taux de pollution. Ça, Sandrine, c'est une réflexion que les fabricants ils ont déjà anticipée pour se dire, voilà, c'est une réalité réglementaire, une contrainte à laquelle, en France et dans d'autres pays, on va être de plus en plus exposé. Et du coup, les motorisations, elles se sont adaptées à ces contraintes-là pour justement anticiper les futures contraintes des artisans. Alors effectivement, pour les motorisations thermiques, il y a un plan d'amélioration des émissions de CO2, de façon à avoir les meilleurs critères possibles dans du thermique. Donc ça, c'est une stratégie qu'on a depuis toujours d'amélioration de nos émissions de CO2 sur chacun de nos véhicules thermiques. Et puis la deuxième chose, c'est que le véhicule électrique, il rentre partout. Et quand on parlait de ZFE, tu disais que c'était en train d'arrêter, tu parlais au passé, mais non. En fait, il y a un arrêté qui vient de passer, c'est remis d'actualité. Le texte est sorti. C'est un soap opéra. Exactement, c'est sans fin. Dallas, nous voilà. Et voilà, donc penser que ça va s'arrêter, c'est une utopie. Ce qui est clair, c'est qu'au 1er juillet 2026, c'est étendu à toute la métropole de Montpellier. Donc ça s'étend et c'est loin de s'arrêter. Et donc, première échéance 2026, ça veut dire des amendes. Ça veut dire parce que jusqu'à présent, c'était très didactique. Mais là, les municipalités vont passer aux recettes, c'est-à-dire qu'ils vont verbaliser. Et donc, on a tout intérêt à se préparer, au moins pour avoir un véhicule pour ce genre de situation dans sa flotte. Quand on a la chance d'avoir plusieurs véhicules, peut-être d'en avoir un qui va permettre de contourner ça. Alors après, on verra quand il n'y aura plus aucune maison qui pourra être dépannée par un plombier dans les centres-villes parce qu'ils pourront plus accéder aux véhicules. Ils iront en amis, ils iront... Voilà. Donc, on se réinventera. Je pense que c'est une trajectoire long terme. Et qu'on ne pourra pas y échapper. Ouais, alors après, moi, en tant qu'artisane,
J'ai un aspect beaucoup plus pragmatique. Et c'est vrai que, par exemple, on me demande parfois d'intervenir dans le centre-ville de la grosse ville du département, qui est pas si grosse que ça. Mais concrètement, moi déjà, quand je vois que c'est dans le centre-ville, je me dis, mais non, attendez, ça va être très compliqué. Et quand bien même, en effet, je peux venir avec ma petite voiture électrique, j'ai plein d'outillages à prendre. Et puis, malheureusement, parfois, on ne sait pas toujours ce dont on a besoin. Donc, on est obligé d'emmener plein de choses inutiles, mais il faut se parer à toute éventualité pour pas faire trop d'allers-retours. Et c'est vrai que moi, en tant qu'artisan, j'ai tendance à sélectionner les chantiers pour pas être embêté avec mon camion. Si c'est pour être garé à 800 mètres et faire 16 allers-retours juste pour emmener mes boîtes, ça me fatigue, quoi. Donc, je pense aussi qu'il y a beaucoup d'artisans qui vont de plus en plus délaisser, quand leur activité leur permettra, certaines zones compliquées à accéder. Michael, est-ce que tu es un peu dans cet état d'esprit? Oui, on l'a vu avec le carburant. De toute façon, tout simplement, le carburant augmente, donc automatiquement, par rapport au devis, on va plus privilégier le local que faire de la route. Plusieurs raisons, l'essence et aussi éviter les allers-retours si on oublie des outillages. Ce temps-là, on va dire, il est perdu. C'est une perte sèche pour l'entreprise, donc à éviter, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, Sandrine, Michael, il parle du prix du carburant. C'est vraiment une actualité qui est toujours d'actualité. C'est-à-dire que ça fait 4-5 ans qu'on dit que le carburant est cher, et c'est une réalité. Est-ce que les véhicules actuels permettent de moins consommer à charge équivalente, à volume transporté équivalent, ou est-ce que vraiment il y a une sensibilisation plutôt à faire au niveau des artisans sur la façon de conduire, qui peut finalement, sans prendre plus de temps, permettre de faire des économies substantielles sur la consommation des véhicules, surtout quand on a une grosse flotte? Quand on a déjà ces véhicules thermiques, et s'ils sont récents, on a déjà des consommations optimisées. Ça fait partie, pour faire moins de CO2, il faut moins consommer. Mais tu me dis par exemple que le jumper d'il y a 15 ans, il consommait forcément un petit peu plus de par sa conception, de par ses matériaux lourds, que le jumper de maintenant? Bien sûr, bien sûr. Et en fait, le parc roulant est aujourd'hui un sujet, puisqu'aujourd'hui, ce parc roulant, l'Europe veut le renouveler pour justement émettre moins de CO2, parce que ce parc roulant, il consomme beaucoup de carburant, donc il coûte cher à entretenir, et il émet beaucoup de CO2. Donc c'est absolument pas vertueux. Donc c'est vraiment pour ça qu'ils ont mis en place ces primes pour aider au renouvellement, c'est pour aider à changer ce parc roulant. Et puis, effectivement, tu as l'éco-conduite. Mais ça, c'est comme pour ta voiture particulière, hein. Si tu mets des gros coups d'accélérateur avec ton tueur, tu vas être à 15 Mais dans ta litres. voiture particulière, c'est toi qui fais le plein d'essence. Quand tu as une grosse flotte et que c'est conduit par des tierces personnes qui ne payent pas directement l'essence, c'est vrai que ça devient un peu soit de la bonne volonté, soit du volontariat, soit à la rigueur des challenges au sein de l'entreprise pour faire des challenges d'éco-conduite. Mais quand c'est pas toi qui payes, je pense que tu es moins soucieux du petit coup de frein inutile. Oui, effectivement. Donc, il y a des challenges éco-conduite, il y a des formations éco-conduite. Et puis, quand tu passes en thermique, du thermique à l'électrique, tu vas baisser de 50% ta consommation et tes coûts de consommation d'énergie. Parce qu'en fait, tu vas dépenser 5 € pour faire 100 km avec un électrique, quand tu vas en dépenser 12 ou 14 avec un véhicule. Et le gain est encore plus important quand tu recharges depuis ton dépôt à toi que depuis une borne, parce qu'évidemment c'est encore sur les plus bornes accessible. publiques, sur les bornes publiques à recharge rapide, c'est un peu plus cher. Mais oui, c'est du simple au double. Donc l'économie, elle est là. Mais il y a aussi plein d'économies derrière qui vont être la TVA récupérable sur le véhicule, l'exonération de TVS, la déductibilité et puis l'amortissement. Donc voilà, il y a plein de choses qui font qu'on baisse la facture, et on appelle ça le TCO, le Total Cost of Ownership, le coût total d'usage. Et quand on réfléchit à changer son véhicule, il faut bien prendre en compte tous ces coûts. Moi, mes gars, je sais qu'ils vont pas pouvoir rouler doucement, parce que j'ai un gars, il est super bon plombier, mais c'est un vroom vroom. Et je sais que j'arriverai pas à lui apprendre. Donc lui, je vais le mettre en électrique, parce que quand il va rouler en électrique, il va avoir le côté vroom, parce que ne nous y trompons pas, c'est hyper réactif un véhicule électrique. Oui. Je sais que j'arriverai pas. Confirme. Et voilà. Et donc du coup, il faut analyser aussi avec son équipe, avec sa situation, et ça marche. Ouais. Et alors, tu parlais des véhicules personnels, hein, des voitures individuelles. Il y a quelques années, il y a beaucoup de véhicules hybrides qui sont apparus sur le marché, qui faisaient un petit peu le lien entre ce véhicule électrique, ce véhicule thermique, qui était un entre-deux. Est-ce que ça reste une bonne alternative pour des véhicules utilitaires professionnels, d'avoir des véhicules hybrides, ou c'est pas forcément très répandu? Alors, c'est peu répandu, et pour une raison simple, tu me parles de masse depuis tout à l'heure. C'est que c'est effectivement le plug-in hybride, le véhicule rechargeable, est un véhicule de transition.
C'est-à-dire que je fais 80%, parce qu'on a aujourd'hui des autonomies jusqu'à 100 km, hein, je fais 80% de mes trajets en électrique parce que je vais en centre-ville, etc. Et puis quand j'ai besoin, j'ai mon véhicule thermique, mais ça consomme plus. Donc du coup, c'est plus lourd. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui a des impacts intéressants en termes de transition, mais par contre, c'est plus lourd. Donc dans l'utilitaire, on chasse le poids. Et donc, dans l'utilitaire, on peut difficilement, c'est compliqué de mettre un moteur électrique plus un moteur thermique. Ça fait du poids, donc ça n'a pas tellement de sens dans l'utilitaire. D'accord. Alors, moi, j'avais une petite question, Mickaël, parce que tu commences à être expérimenté maintenant avec plein d'employés, plein de véhicules à ton actif. Comment tu gères un petit peu cette flotte? Parce que c'est bien beau de l'acheter, c'est bien beau de l'aménager, de l'utiliser tous les jours, mais comme disait Sandrine, il y a un coût d'entretien, il y a des rendez-vous, des immobilisations à prévoir. Est-ce que toi, tu fais partie de ces artisans qui ont transféré dans le numérique tout ce suivi de la flotte, avec éventuellement des rappels, avec justement des statistiques qui te sont envoyées sur les kilomètres parcourus, sur l'éco-conduite, la consommation? Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu pratiques, dont tu as besoin ou qui t'intéresse pas du tout? Ben voilà, je suis mauvais élève. Non, il faudrait le faire. Ah non, mais... t'es pas mauvais élève. Moi non plus, j'ai rien de numérisé sur mon téléphone, mais c'est intéressant aussi de comprendre C'est sûr. pourquoi pour l'instant tu l'as pas fait et est-ce qu'à terme ça t'intéresse ou pas du tout? Ben, je ne l'ai pas fait parce que j'ai mis le focus autre part. Et oui, à terme, ça va m'intéresser, ça va toucher au portefeuille. Il y a de l'usure, il y a automatiquement immobilisation, des coûts importants de remise en état. Et c'est vrai qu'un véhicule vieillissant, ben, je me penche sur le remplacement. Au jour d'aujourd'hui, c'est plutôt thermique. Et ben, peut-être je vais ouvrir, on va dire, mon esprit à de l'électrique. Et dans ton entreprise, comment ça se passe? Est-ce que tu as un référent sur les véhicules pour dire attention, là, il faut faire la vidange de celui-ci. Là, on nous a dit que la porte a fermé plus, du coup, il faut l'envoyer. C'est toi qui gères tout ou c'est chaque employé qui gère tout seul de façon indépendante le fait de l'emmener à la révision et tout ça? Ben, c'est un réel problème parce que oui, c'est pas moi qui gère ça. Je me dis, c'est le salarié qui va me remonter les informations. Voilà, s'il a quelque chose de cassé, il va me le dire. Et après, voilà, on prend un rendez-vous. Mais pour autant, ton salarié, tu lui obliges pas tous les lundis matins de faire le point du... Alors le lave-glace, en général, il s'en rend compte quand il en manque. Ouais. Mais le liquide de refroidissement, le liquide de frein, le niveau d'huile, est-ce qu'ils ont quand même ce réflexe ou c'est vraiment... Non, on est bien d'accord. Hein. Souvent, où moi je suis amené à prendre les véhicules, il y a moyen, on va peut-être l'amener à la révision. Il y en a certains qui le font, bien sûr, et d'autres, voilà, c'est toujours pareil. Hein. On veut être rapide, on veut intervenir rapidement, voilà, faire ses heures, et certains rentrer, c'est normal. Ouais, hein, négliger son outil de travail, quoi. Ouais. Ça, Sandrine, c'est fait partie des fonctionnalités maintenant qui sont développées, le fait d'avoir la surveillance connectée des véhicules modernes via des applications, des interfaces. Bien sûr, ça fait partie de l'écosystème d'un véhicule. Aujourd'hui, quand on accompagne un client pour passer à l'électrique, on lui vend une solution de mobilité, mais qui comprend le véhicule, les solutions de recharge, la connectivité pour piloter. Parce qu'en fait, avec ce qu'on appelle les BTA, les boîtiers du véhicule, on a plein d'informations. Et on peut faire des mises à jour du véhicule over the air, donc par Internet. Et donc, on fait les mises à jour de véhicules. On a les données qui remontent soit Quand sur tu le parles des téléphone. mises à jour, c'est par exemple les interfaces où il y a les GPS, des choses comme ça, Mais pas que. le centre névralgique qui pilote un petit peu tout ça, quoi. Pas que. Aujourd'hui, avec les véhicules électriques, ça va beaucoup plus loin que ça. Ils ont optimisé une version de software, c'est comme ton téléphone. Tu as la version qui se met à jour, il te dit vous allez mettre à jour cette nuit. Hop, ça se met à jour. Et ça reprend plein Mais de c'est choses. vrai que des fois, Et pour donc, l'utilisateur, on ne se rend pas compte l'impact que ça a eu quand tu regardes pas le descriptif des correctifs apportés. Ça va être quoi? Une meilleure gestion du freinage, réglage de la luminosité, du capteur, ça va être des choses comme ça? exactement. Ça peut être ce genre de choses. Et ça peut être, par exemple, une optimisation de la courbe de charge du véhicule. Ça peut être, effectivement, le freinage. Ça peut être n'importe quoi. Ouais. Tout est pilotable. Mais par contre, est-ce que justement les véhicules modernes, le frein aussi à la transition vers de nouveaux véhicules, des fois pour des artisans, c'est cette surmodernité. C'est-à-dire que maintenant, on rentre dans un véhicule, quand on est habitué à des véhicules ou des voitures personnelles très standards, on ne sait même pas où il faut mettre la clé, puisqu'il n'y a même plus de clé, il y a 50 écrans, le bouton pour régler le siège, c'est plus la petite poignée sur le côté, le frein à main, il n'y a plus de frein à main, enfin, c'est un petit bouton sur encore un écran, trop de petits boutons, trop d'écrans. Est-ce que ça, mine de rien, ça exclut pas parfois une partie plus traditionnelle, non numérisée des anciens artisans qui aiment juste de la simplicité? En fait, l'objectif, c'est d'avoir des véhicules qui soient simples dans l'usage.
il y a beaucoup de technologies, il y a beaucoup de choses qui sont cachées, en fait. Le client, il n'est pas obligé de savoir. Pas obligé de savoir comment ça se passe. Tu me disais, j'ai regardé ce qui avait été mis à jour dans mon truc. À la limite, tu t'en fiches. Tant que tu peux téléphoner et que tu peux aller sur le net pour aller chercher tes mails, t'as pas besoin de le savoir. Donc ça, c'est le boulot du constructeur. Ça, c'est à nous de faire que pour l'artisan, il appuie sur le bouton, il démarre sa voiture, il est sûr que ça démarre parce que c'est de l'électrique et il n'a pas de souci. Donc le mieux à recommander, c'est quand même de pas hésiter à aller dans des véhicules, même demander à un autre artisan qui a tel modèle de s'asseoir dedans, de voir ce qu'il en a pensé, de voir si l'interface nous convient et même d'aller essayer des véhicules. Ça, c'est faisable d'emprunter un véhicule pour faire une journée. Surtout faire ça. La première chose que l'on a constatée, c'est qu'en fait, on ne comprend l'électrique que quand on a roulé en électrique. Et on se rend compte que c'est hyper simple. Chez nous, les collaborateurs voulaient pas passer à l'électrique. Ah non, c'est pas pour moi, j'ai ma maison de campagne, j'ai ma grand-mère à aller chercher, je vais tous les week-ends en Normandie. Non, il y a 15 000. Je connais toutes les raisons de toute la boîte pour pas passer à l'électrique. Moi, il faut que je fasse mes travaux de ma maison, j'ai besoin du volume. Tous, aujourd'hui, sont passés à l'électrique. Il n'y en a plus un qui veut revenir au thermique. 95% des gens qui sont passés à l'électrique ne veulent pas. Simplement, prenez un véhicule dans une concession, prenez-le un jour, 2 jours. Il y en a soit en prêt par les concessionnaires, soit en location. Vous essayez, et puis vous vous rendez compte si ça fonctionne ou pas pour vous. Je suis pas très inquiète. Vu les statistiques, ça devrait aller. C'est ça. Et en termes d'entretien, donc par rapport à un 30% de thermique, moins. 30%, ok. Il va y avoir des pneus, il y avoir des plaquettes, Ok. mais tout ce qui est motorisation, Ouais, c'est des mises à jour. mise à tout jour, ça. mais ça c'est transparent, c'est votre vie. Ok. En théorie, la courroie de distribution dure vachement longtemps. On est en train de se rendre compte. Tu parlais des mythes au début. On parlait de la. Oui, mais je vais devoir changer ma batterie, ça va me coûter très cher. En fait, les voitures électriques, on est en train de se rendre compte maintenant qu'on a un petit peu de retour d'expérience, que ça peut aller 200, 300 000, bien au-delà. Et la durée de vie des batteries et des véhicules électriques est beaucoup plus longue que ce qu'on avait imaginé. Et puis quand on achète un véhicule neuf aussi, on a une durée de garantie de la batterie qui est assez importante, 8 ans. Ça permet de voir venir s'il y a le moindre défaut, la moindre inquiétude. Voilà. Et par rapport à ça, plutôt achat, leasing? Alors, la majorité des gens passent par le leasing parce que c'est plus simple pour l'entreprise, c'est un coût fixe qui tombe. Ouais, en termes de charge, c'est beaucoup plus facile à gérer. Après, ça dépend. Il y a des artisans, ils veulent acheter, c'est leur véhicule. Mais Parce que aussi, des fois, il y a certaines professions qui nécessitent de beaucoup abîmer. Quand on brasse, quand on met des parpaings, on se dit, voilà, la petite éraflure, si ça doit me coûter 50 balles à chaque fois, autant vraiment que je n'ai pas cette crainte quotidienne de l'abîmer, quoi. Et donc, si j'ai décidé de l'acheter autant parce que j'ai toutes ces contraintes, que je veux en faire un investissement long terme, je vais pouvoir l'emmener très longtemps. Donc, on se rend compte vraiment que la durée de vie est beaucoup plus longue que ce qu'on imaginait. Et pour les véhicules d'occasion, nous, maintenant, on a un certificat de santé de la batterie. Donc, même quand vous achetez un véhicule d'occasion, vous voyez si c'est 90% de la batterie qui est encore effectif. Et très souvent, on voit sur nos parcs chez Spoticar que les batteries, elles ont encore 90% de capacité. Donc ça change. Plutôt bonne santé. Ouais, plutôt bonne santé et ça change rien. Donc, c'est super. Eh ben parfait. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors, on ne sait pas dans quelques années si Michael il sera à moitié en triporteur, à moitié en véhicule électrique et des fois un petit thermique qu'il empruntera à un collègue ou pas, on ne sait pas encore. En tout état de cause, merci pour tous vos retours d'expérience et puis vos conseils. J'espère que ça a été très utile à tous nos auditeurs qui se sont déjà abonnés à notre podcast pour ne pas manquer les prochaines diffusions et surtout retrouver facilement les précédents épisodes. Je vous dis à très bientôt sur la tournée des meilleurs artisans de France. Bye bye. Merci. Bye. Au revoir.